Fait que lui, mettons, si on le fait le plus simple possible, un planificateur financier, c'est un peu l'équivalent, mettons, d'un médecin généraliste, mais pour la finance, mettons, tu comprends? Dans le sens que lui, il va toucher à tout. Puis si des fois, il y a des choses qui sont vraiment. Le gars qui est à l'urgence, là. Un peu. Tu sais, le gars, mettons, il est capable de diagnostiquer pas mal tout. Puis des fois, ça arrive que, exemple, tu as besoin d'une chirurgie à cœur ouvert, ben, c'est pas le médecin généraliste qui va te le faire. T'sais. Fait que, mettons que tu as un dossier qui est vraiment ultra complexe à la fiscalité, ben, le plan de fin, il va aller s'entourer d'un fiscaliste, mettons, puis il va venir l'amener dans le dossier pour qu'ils travaillent le dossier ensemble. Mettons. Puis là, le fiscaliste va s'occuper d'un volet qui est vraiment, mettons, très, très, très pointu dans un dossier, par exemple. OK. Fait que, c'est ça. Puis après ça aussi, quand tu es planificateur financier, puis que tu es représentant en épargne collective, tu es conseiller en sécurité financière, donc tu peux vendre des produits de placement, des produits d'investissement, mais c'est pas toi, mettons, qui les gère. Fait que ça, c'est important que les gens, des fois, démêlent ça, parce que si tu es planificateur financier ou tu es représentant en épargne collective, tu vends un fonds commun de placement à quelqu'un, mettons, selon ses objectifs, son profil, tout ça, ben c'est pas toi qui gères l'argent puis qui fait les transactions, mettons, à sa place. Ça, c'est le gestionnaire du fonds qui s'occupe de faire tout ça. Tu comprends? Fait que c'est ça, des fois, les gens aussi, ils démêlent pas. Puis après ça, tu pourrais avoir un courtier en valeur mobilière que lui, il s'occupe souvent des gros dossiers. C'est une crise de gang. Il y a plein, beaucoup de monde là-dedans. Exactement. Il y a plein de c'est ça que des fois, les gens, justement, ils viennent mêler là-dedans. Puis, c'est mêlant, c'est oui, normal. parce que tu as un titre populaire qui est comme conseiller financier, mais conseiller financier, ça n'existe pas. C'est pas un titre officiel. OK. C'est un titre populaire. Mais tu dis. Je pense qu'il faudrait que tu rapproches un petit peu. Pas de trouble. Tu dis que tu as un gars, mettons, qui a un plan de film. Mettons, il y a un titre de plan de film. Il est planificateur financier. Les gens vont dire, c'est mon conseiller financier. Ou tu as un gars qui est un courtier, il va dire, c'est mon conseiller financier. Il y a un gars qui vend des assurances. Il va dire, c'est mon gars, c'est conseiller financier. Fait que, le titre conseiller financier peut vraiment être pris d'une façon très, très large par l'ensemble de la population, mais il y a vraiment des titres pour chaque affaire. Puis c'est là où, des fois, ça vient mêlant. T'sais. Fait que là, c'est pour ça que j'essaie de te le faire le plus simple possible. Le plan de fin, c'est vraiment lui qui est capable d'avoir une vue d'ensemble sur toute la situation financière. C'est lequel dans la gang qui a le droit de dire je ne suis. Parce que moi, j'écoute beaucoup des vidéos de finance, des Québécois, tout ça, puis ils disent tout le temps je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches. Lequel qui a le droit de dire je suis conseiller financier finalement? En fait, c'est que. Un planificateur financier, mettons, ça a le droit de donner des recommandations. Oui. Mais autrement dit, c'est que tu peux pas. Tu sais, si tu vends. C'est que les gens, ils veulent pas que ce soit pris comme un conseil d'investissement, tu comprends? Oui, c'est à partir du moment où tu dis crissez toute votre cash dans le Bitcoin ou dans tel ETF. Ou faites ou je vais te faire telle transaction, mettons. C'est ça que, tu sais, dans le fond, que les gens veulent éviter. Mais des fois, il y en a, justement, qui sont juste des bons. Ils connaissent bien le domaine, tout ça, mais qui n'ont jamais travaillé dans le domaine, mettons. Fait que là, c'est pour ça qu'ils disent ça aussi, comme je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas planificateur, ils n'ont pas vécu, ils savent plein de choses parce qu'ils se sont éduqués, mais ils n'ont pas travaillé dans le domaine. Fait que là, ils veulent juste comme le préciser pour pas, parce que, mettons, ils ne sont pas régis par l'AMF, par exemple. Comme, mettons, moi, si tu me recherches, ben, je suis sur l'AMF. Comme je suis enregistré et tout ça, puis j'ai tous mes permis, tout ça, mon permis, parce que on va y venir peut-être tantôt, mais quand j'ai décidé de lâcher ma carrière en cabinet, ben, j'ai juste gardé mon titre de planificateur financier, puis tout ce qui était représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière, eux autres, je les ai lâchés. Fait que moi, je ne vends plus aucun produit financier. Je suis juste là pour éduquer les gens puis donner de l'information neutre puis transparente. C'est exactement pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est ça que je voulais. Quelqu'un qui est capable d'essayer d'enligner un peu son monde. C'est difficile parce que chaque cas est différent. Ouais. Il n'y a pas personne qui a le même salaire. Il n'y a pas personne qui est capable de serrer la ceinture autant. Il y en a qui ont besoin de dépasser. Tu as toutes sortes de crises de monde. Mais les principes et les concepts sont les mêmes pour les gens. C'est juste, comme tu dis, c'est dans le plan d'action qui va être différent. Mais les principes et les concepts, c'est la même affaire pour tout le monde. Puis ça, tout le monde peut les appliquer, peu importe ta situation. C'est juste que tu ne l'appliqueras pas de la même façon, dépendamment de ta situation. T'sais. Ça va être ça la différence. OK. Fait que c'est comme tu peux avoir quelqu'un que, on s'entend, aller au gym, c'est bon pour tout le monde, d'accord? Oui. Ben, c'est pas tout le monde qui va aller au gym pour bencher 3 plates. Quelqu'un pourrait bencher 1,10 de chaque barre, puis c'est correct pour lui, tu comprends? Oui. Quelqu'un pourrait aller faire du tapis, c'est correct pour lui. Quelqu'un pourrait aller faire de l'athlétique, c'est correct pour lui. Quelqu'un peut mettre 100$ par mois, mettons, c'est correct pour lui pour commencer. Quelqu'un peut mettre 1000$ par mois, c'est pas assez pour lui, tu comprends? Fait que c'est ça. Les principes, les concepts, les fondamentaux, c'est pareil pour tout le monde. C'est juste tu prennes action. Exactement. C'est juste que l'action, c'est la clé, exact. Puis c'est juste, ça sera pas le même plan de match avec les mêmes chiffres pour chaque personne. C'est juste ça la différence. OK. Ceci étant dit, merci pour ton explication de parcours, j'adore. Ça fait plaisir, merci pour ta question.
c'est quoi ces concepts-là? On part du... Parce que moi, je dis une chose depuis que je fais des shows ici, et je le dis et redis, je te dirais 3 fois par mois. Laisser dormir de l'argent dans ton compte chèque, c'est probablement une des pires affaires que tu peux faire avec ton cash. Est-ce que je me trompe? Ça dépend. Comme en finance, 95% des questions, ça va être ça dépend. Si je prends exactement ton exemple que tu viens de dire là, si c'est mettons que tu as déjà un coussin financier à quelque part, exemple, d'un compte épargne ou d'un CELI ou à quelque part, que tu as de l'argent d'accessible demain matin, puis que tu laisses encore 20 000 dans ton compte chèque, je suis d'accord avec ce que tu dis là, mettons. Sauf que si tu n'as pas de coussin, puis que tu commences à mettre de l'argent, puis que là, dans le fond, ton compte chèque, tu as 10 000 dedans, puis tu le gardes justement comme coussin, ben c'est correct. Parce que tu as de l'argent qui est accessible là, 1. 2, tu sauves les frais par mois mensuel parce que tu as plus que 3 000 ou 4 000 dans ton compte. Fait que ça équivaut comme à un rendement. Puis 3 aussi, psychologiquement parlant, il y a des gens qu'il ne faut pas oublier que le facteur psychologique, c'est le plus important. T'sais. C'est le plus dur à gérer. Puis le facteur psychologique, ça veut dire que mathématiquement parlant, ça se peut qu'avoir 15 000 dans son compte, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais psychologiquement parlant, si quelqu'un, ça le fait vraiment sentir bien, puis ça le fait sentir plus sécure, puis il dort mieux, oui, ben c'est ça qui est important, tu comprends? Absolument. Fait que c'est ça. Fait que ça, je te dis, ton point, ça dépend. Je suis d'accord, mais pas dépendamment de la situation. Mais moi, je parle plus... Oui, je suis d'accord dans un optique de, mettons, jusqu'à 25 000 $. Mettons jusqu'à 20-25 000. Ouais. Mais quelqu'un qui a 73 000 qui dort dans son compte chèque, là, et qui n'a pas de dette, là. À moins qu'il y ait un salaire de... mettons, on va dire 20 000 par mois. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec ton point. Moi, c'est plus ça, mon point. Mon point, c'est plus... C'est bien normal d'avoir du cash dans son compte chèque. Ça te prend un coussin. Tu sais pas quand ton moteur va lâcher. Tu sais pas. Il y a plein d'affaires que tu sais pas. Bon, on le sait correct. On est tous d'accord. Mais ton argent, si tu la laisses dans ton compte chèque, il y a une certaine inflation qui se passe à chaque année. Donc, ton pouvoir d'achat avec ton 100 000 $ qu'il y a dans ton compte chèque en 2024, ben oui, tu vas encore avoir le même montant en 2025, sauf que tu vas pouvoir acheter pour 95 000 $ de stock avec. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait qu'il faut que tu combattes au minimum ce que l'argent, le coût de l'argent perd par année. T'sais. 100% d'accord avec ce que tu dis là. Puis moi, c'est pour ça que je te disais ton point tantôt, si c'est un contexte de coussin, mais on s'entend, si quelqu'un a besoin de... Généralement, un coussin, c'est 3 à 6 mois de salaire en moyenne. Fait que, tu sais, si pour la plupart des gens, ça représente 10-15 000 puis qu'il y a 75 000 dans son compte, on s'entend, c'est de l'anxiété rendue là. Ouais. C'est ça. Là, c'est comme effectivement qu'il faut faire travailler l'argent parce que le pire risque pour quelqu'un, à long terme, c'est d'être trop prudent. Fait que, le plus risqué, c'est d'être trop prudent. Fait qu'exemple, laisser l'argent dans ton compte chèque parce que là, tu es sûr que tu perds. De tellement avoir de monde qui sont trop prudents. Oui. Parce que ça prend... Il y a une chose, c'est que pour investir l'argent, ça prend un peu des couilles. Si tu veux faire un peu plus d'argent avec ton argent, puis ton argent travaille plus fort, ben le risque est un petit peu plus gros. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Ouais. Puis il y en a qui ont tellement peur de tout ça, qui vont dire, ben non, moi je veux pas m'en perdre de l'argent. Ben finalement, t'en perds plus parce que t'es trop prudent. Ben ça, c'est un bon point. Puis ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est de l'ignorance, justement. Puis c'est pour ça que j'ai décidé, dans le fond, de me consacrer beaucoup au volet éducation financière parce que, dans le fond, c'est que l'éducation fait tellement une énorme différence. Quelqu'un qui comprend, qui catch les affaires puis qui sait comment ça marche, mettons, le plus jeune possible, le mieux c'est parce qu'il y a le plus de temps en avant de lui pour faire travailler l'argent, tu comprends? Fait que moi, mon but, quand j'ai lancé ma business cette année puis j'ai décidé de faire le saut puis lâcher ma pratique en cabinet puis tout ça, c'était vraiment pour ça. C'était vraiment pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui soient en mesure d'être capable d'être bien éduqués puis d'être capable d'avoir la vie financière qu'ils veulent vraiment. Puis ça, là, ça prend juste, comme je te dis, une coupe de déclics à la bonne place qu'on va essayer justement aujourd'hui de faire en sorte que les gens aient pour justement passer à l'action parce que c'est le plus important. Puis ça, c'est vraiment, vraiment bon ce que tu as dit là. Je suis content que tu aies amené ce point-là parce que si tu demandes à quelqu'un, tu veux-tu perdre de l'argent, tout le monde va te dire non. Tu comprends? C'est normal. Mais là, quand tu en as besoin dans combien de temps ton argent? Puis c'est quoi ton objectif? Là, si les gens, c'est pour de l'indépendance financière, comme c'est dans 20-25 ans, mettons, qu'ils veulent comme se sentir libre, qui veulent bâtir ça. Je veux dire quand même que tu as de la volatilité puis que tu perds une année, mettons. Quand tu sais tout comment ça marche, là, puis tu regardes les statistiques puis tu regardes l'histoire, il n'y en a pas d'inquiétude. Si tu es bien investi, on va y venir tantôt, puis dans des bonnes choses puis tout ça, puis tu es investi dans des produits de qualité puis tout ça, puis des actions de qualité,
quand même que tu es en action, ou 80% en action, ou 100% en action, si tu es, mettons, d'un fonds indiciel du SP500, je veux dire, c'est-tu risqué? Non. C'est plus volatile? Oui. Oui. Mais c'est le prix à payer pour avoir un rendement qui a du bon sens à long terme. C'est historique que c'est prouvé que dans les 50 dernières années, 100 dernières années, tu prends un 8% par année. C'est automatique, ça se fait tout seul. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois prêt à accepter de la volatilité. Alors, je reviens avec mon exemple de gym. C'est un peu comme si je te dis, tu vas au gym 6 fois par semaine. C'est sûr que tu vas être en santé et avoir une meilleure shape. On est d'accord. Mais il faut que tu sois prêt à accepter des inconforts quand tu vas dans tes trainings. Puis peut-être des journées que ça va moins bien. Ça fait partie de la game. Mais en bout de ligne, tu vas être en santé et tu vas être top shape. Mais les investissements, c'est la même affaire. C'est comme, à bout de ligne, ça va bien aller. Mais oui, de temps en temps, il y a de la volatilité. Il faut juste que tu comprennes comment ça marche. Il faut que tu t'éduques pour que quand ça arrive, tu ne fasses pas des réactions de mauvais goût, des réactions de merde, puis que genre, à cause de ça, que tu perds de l'argent rendu là. Parce que les gens qui perdent de l'argent, autant c'est parce qu'ils sont trop émotifs, autant que ça va bien que ça va mal. Ouais. Puis c'est là où on pourra en parler aussi de ça, mais moi, personnellement, je crois pas beaucoup à la spéculation, je crois pas au day trading puis toutes ces affaires-là, parce que je pense que... Moi, j'ai vu des gars faire des gros magots en day trade de crypto, des foleries. Mais ça prend une gestion de l'émotion qui est hors du commun, puis ça prend des couilles grosses comme des balles de quilles. Là. Ouais, mais tu l'as vu, mais à court terme. Ouais, parce que probablement que overtime, oui, là, tu peux être perdant. Tu comprends? C'est ça le point. Fait que quand même. Mais j'ai vu des belles journées de des gars. Là. Oui, c'est sûr. Mais plus tu es à court terme, plus ça a l'air spectaculaire. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, j'en ai vu aussi. J'ai travaillé 10 ans en finance. Là, fait que j'en ai vu des gens qui ont essayé de spéculer. Puis oui, des fois, ils ont fait des bons coups. Mais après ça, comme je te dis, si tu laisses un peu de temps, ça se rééquilibre. Puis j'en ai vu des gens, puis tu sais, tu as des exemples connus de gens qui ont fait des entrevues puis qui ont expliqué ça. Puis tu sais, tu as des gens qui, s'ils ont mis 300 000, ça a monté à 1,8, ça a redescendu à 0 en dedans de 2 ans. Fait qu'après un an, t'es comme, tu t'aurais dit à même affaire, ce gars-là, c'est qui a fait du cash. Ouais, tu checkes sur 2 ans, fini. Il est à moins 100%. Ouais. Ton fonds indiciel, il est à plus 20. C'est pas si pire que ça, finalement. Tu comprends? L'autre, il a tout perdu. Fait que c'est ça aussi. C'est comme si puis plus tu laisses du temps, donc sur 10, 15, 20 ans, c'est pour ça que je te dis. Le compound interest, c'est la fois la plus importante de On en parle tantôt parce que c'est ça le plus important. Mais sur 15, 20 ans, là, je vais finir avec ça. C'est que ça va tout se rebalancer. Fait que moi, le meilleur exemple que je peux avoir pour ça, c'est le casino, la roulette. On s'entend, c'est comme si tu t'en vas jouer à la roulette. Là. Tu peux-tu faire de l'argent? Oui. OK. Mais les probabilités sont que si tu mises tout le temps sur le noir, puis tu te doubles tout le temps, un moment donné, il va arriver quoi? À un moment donné, tu vas le perdre au complet. Exact. Puis en spéculation, ça prend juste un moment que tu fais une mauvaise décision, puis tu peux tout scraper ce que tu as fait dans les 5 dernières années parce que tu as tout remis, mettons, puis tu as encore l'appât du gain s'est fait sentir, puis là, tu as voulu encore plus pousser ton affaire, puis finalement, là, tu as tout perdu, tu as perdu 80% de ton portefeuille, puis là, finalement, tout ce que tu avais fait dans les dernières années, c'est tout effacé. Greedy. T'sais. Exactement. Puis c'est le greed, même, puis c'est ça. Puis moi, greed. Tout ce que je te dis là, puis toutes les informations que je donne à mes clients, puis toutes les informations que je donne ces réseaux, puis dans mes formations, puis tout ça, puis quand je fais des speeches, puis tout ça, c'est tout le temps la même affaire. C'est toute l'information qui vient des meilleurs investisseurs au monde, les meilleures têtes de finance. Moi, j'ai juste comme filtré toute cette information-là. Puis c'est comme, ces gars-là, je veux dire, ils sont les premiers à dire le day trading, la spéculation, le ci, le ça, c'est comme toutes les statistiques le montrent qu'à long terme, c'est comme c'est pas gagnant, mais c'est trop simple pour les gens pour comprendre ça. Puis le greed, il est tellement fort, puis l'appât du gain, puis les gens, ils se pensent tellement spécial que c'est comme, moi, je vais être capable. Moi, je vais être capable de faire mieux que l'indice. Moi, je vais être capable. Moi, je vais être l'exception. Fait que là, c'est ça qui fait qu'il y a plein de monde que si je vendais des formations en day trading, c'est probablement que je serais multimillionnaire parce que tout le monde essaierait, mais finalement, ça apporte aucune valeur. C'est facile. Tu fais rien que prendre 3-4 de tes belles journées puis tu bases ta formation là-dessus. Il n'y a rien de plus facile en finance qu'essayer de montrer à quelqu'un ce que tu veux faire croire. C'est comme ça se fait demain. Ben moi, le lendemain, l'après-midi des élections, le Bitcoin était à 73. J'ai pris un beau trade de Bitcoin en 10x. Là, à matin, il est à 82 000. Ça, c'est un esti de bon coup. Ben, mais exact. Hey, je veux juste... On va prendre une pause. Ouais, pas trop. On va prendre une pause, on va continuer. On va rentrer dans le vif après. Je veux vraiment qu'on parle de l'importance de commencer jeune. Yes. Après ça, on va rentrer dans tous tes concepts. Ouais. On est avec Fred Rondeau. Merci encore d'être venu. On va dire bye à toutes nos légendes sur YouTube. Si vous voulez continuer de nous écouter, il faut venir dans le premier lien en description qui est lagangdushow.com, le Patreon.
Venez nous rejoindre là-dessus. On continue. On revient dans 2 petites secondes. Mettez-vous bien. Allez vous chercher une petite bouteille d'eau, une feuille, un papier, et une feuille, un crayon, et ça part.